Bien, mesdames, messieurs, nous allons commencer notre audition. Je veux remercier les représentants des deux organisations syndicales des directeurs pénitentiaires et des personnels de direction. D'abord, pour le syndicat national des directeurs pénitentiaires CFDT, Monsieur Jean-Michel Degène, qui est premier secrétaire, et Madame Géraldine Blain, qui est conseillère nationale. Et pour le syndicat national pénitentiaire FO des personnels de direction, Monsieur Jimmy Deliste, secrétaire général, accompagné par Madame Lucie Commerec. Nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre, vous écouter. Je vais tout de suite vous demander, conformément à l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 58 relative au fonctionnement des commissions d'enquête, de prêter serment. Et je vais vous demander à cet effet de dire toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Donc je vous demande à chacun de prêter serment pour Monsieur Degène, pour Madame Blain, pour Monsieur Deliste et pour Madame Commerec. Je vous propose, si vous en acceptez le principe, pour chacune des deux organisations syndicales, de procéder peut-être à un court exposé liminaire où vous pourriez nous exposer la situation à laquelle vous êtes confrontés, naturellement dans le cadre des objectifs de notre commission et sur l'observation qui est la vôtre et l'analyse qui est la vôtre des phénomènes de radicalisation en milieu carcéral, ou pour évoquer tout sujet qui pourrait être lié aux objectifs de notre commission. Donc je vous passe tout de suite la parole, monsieur, je ne sais pas qui souhaite commencer, c'est monsieur Degène. Oui, monsieur le président, mesdames et messieurs, nous vous remercions donc de votre invitation. Nous venons en effet nous exprimer au nom des personnels que nous représentons et qui donc sont évidemment d'une certaine façon en première ligne face aux individus, puisqu'ils les rencontrent quotidiennement, les individus qui ont été auteurs d'actes de terrorisme, puisque nous en sommes bien sûr le réceptacle. Et nous avons bien sûr le devoir très impérieux, qui est ressenti comme tel par les personnels pénitentiaires, de contribuer plus que jamais à la sécurité des personnes et à la protection de la société. Donc notre rôle est bien sûr de prévenir le risque de récidive, comme pour toute personne qui nous est confiée. Et puis notre rôle est donc d'essayer également d'entrer avec ces personnes, et aussi donc pour y parvenir, donc d'éviter l'enrôlement d'autres personnes dans des menées criminelles de ce type, mais également donc de prévenir la récidive d'une façon qui pour nous, en fait, va s'apparenter à un travail de désendoctrinement ou de désemprise mentale, dirons-nous, parce que en ce qui concerne les termes et les concepts, nous sommes donc au syndicat national des directeurs pénitentiaires assez circonspect, réservé sur le terme de déradicalisation, qui est souvent employé pour plusieurs raisons. Donc c'est un terme qui sonne mal, hein, qui sonne un peu d'ératisation, qui sonne éradication. Alors certes, nous devons vaincre ce qui est aujourd'hui un ennemi, mais tout de même, le terme nous paraît peut-être un peu excessif. Et puis également, étymologiquement, il s'agit quand même du coup de déraciner. Hein. Donc ça nous paraît aller même presque au-delà de l'objectif qui est fixé, puisqu'après tout, une personne peut tout à fait avoir une lecture ou une pratique j'allais dire, à la lettre ou à la racine d'une religion ou d'une idéologie, sans pour autant présenter un danger pour autrui ou se livrer à des actions violentes envers autrui. Donc pour nous, il s'agira plutôt en effet donc de désendoctrinement ou de désemprise mentale, et nous avons affaire à des personnes qui sont, selon nous, donc dans des logiques analogues à celles des personnes qui sont dans des sectes. C'est pourquoi nous avons à ajouter à nos outils de travail actuels ceux que nous pourrons trouver ou qui pourront nous être fournis
par des gens qui travaillent par exemple avec la Miviludes, puisque nous pensons que nous sommes plutôt sur ce genre de problématiques. Nous pensons aussi que les motivations pour adhérer au djihad ou même pour vouloir du coup y entrer de façon active sont finalement de nature diverse, ne sont pas du tout unidimensionnelles, et donc nous voudrions relativiser aussi la dimension vraiment religieuse de ce phénomène, puisque nous avons des gens qui peuvent être dans une perspective un peu on peut dire d'un romantisme pseudo-révolutionnaire, comme certains ont pu dans les années 60 ou 70 à gauche ou à l'extrême gauche, que certains ont pu connaître, ou ont pu partir pour soutenir des révolutions à l'autre bout du monde, en Amérique latine ou autre. Nous pouvons aussi avoir des profils de personnes très intolérantes ou aux valeurs effectivement très fermées, et qui peut conduire à des actions violentes, mais comme on peut le voir peut-être dans les mouvements qui seraient plutôt d'extrême droite. Nous avons aussi des personnes dont on ne peut pas exclure des motivations qui seraient assez proches de certaines populations que nous appelons les AICS, donc les auteurs d'infractions à caractère sexuel, puisqu'il peut y avoir effectivement, pour les gens qui partent se battre en Syrie, des motivations qui peuvent être effectivement d'assouvir des pulsions sexuelles par des viols effectués en toute impunité sur des femmes non musulmanes, ou par les mariages forcés. Voilà, ça peut être aussi une partie de la motivation, et donc ce sont des gens dont nous nous occupons sur ce type de criminalité. Aussi, par ailleurs, nous avons aussi des gens qui sont à la recherche d'une célébrité, j'allais dire, de type warholienne, un petit peu, voilà, un peu le quart d'heure de gloire médiatique, le fantasme d'héroïsme malsain, comme le dit Olivier Roy. Et évidemment, il est beaucoup plus facile à obtenir par la provocation et la destruction que par une attitude constructive, par la réalisation de quelque chose qui serait bénéfique à la société et reconnu par elle. Et puis nous avons donc des motivations diverses que l'on retrouve dans la délinquance et dans les banditismes. C'est pourquoi, en fait, nous voulons, sans le nier, bien sûr, relativiser en partie le caractère religieux et qui serait vraiment complètement singulier de ces criminels et de ces délinquants que nous avons, qui ont connu donc un processus de criminalisation, plus vraiment que de radicalisation, que nous pouvons retrouver sur d'autres types de crimes et délits qui ont conduit les autres personnes qui sont aujourd'hui dans les prisons en France. Donc nous sommes déjà équipés d'un certain nombre de programmes et d'outils pour prendre en charge ces personnes, avec donc maintenant le besoin peut-être, comme je vous le disais, de se renforcer sur quelques procédures, quelques méthodes qui nous viendraient justement du traitement d'autres champs qui est notamment celui des dérives sectaires et des enfermements sectaires. Et puis donc sur la gestion strictement carcérale, il y a donc une expérience qui est en cours à Fresnes et qui va être étendue, donc d'un genre d'isolement collectif, à ce jour incomplet, donc de personnes qui sont détenues pour des causes donc de participation à une entreprise terroriste. Pour nous, c'est une expérience qui peut tout à fait être tentée au vu des risques qui sont aujourd'hui ceux pour la nation. Même si elle peut poser préalablement des questions un peu de principe, avec évidemment la stigmatisation, mais néanmoins les choses peuvent être menées. Donc nous observons ces expériences avec intérêt, sachant qu'évidemment il y a un certain nombre de conditions pour nous pour qu'elles puissent, en se généralisant, réussir. C'est un isolement, une séparation de la détention qui a une vocation de cordon sanitaire un peu, parce qu'il s'agit plutôt d'éviter de nouvelles recrues
Mais elle doit s'accompagner d'un programme donc, de désemprise mentale, d'un enseignement individuel, d'activités qui leur seraient propres, et également d'une évaluation. Et puis, mais nous reviendrons certainement tout à l'heure, ne pas oublier le milieu ouvert, qui est un enjeu très important, puisque les personnes suivies en milieu ouvert par la pénitentiaire sont 3 fois plus nombreuses que celles qui sont en milieu fermé, et de façon immédiate, en termes de danger immédiat. Évidemment, les poseurs de bombes ou les personnes qui vont aller commettre des massacres dans les magasins ou les salles de rédaction sont dehors et non pas dans les murs. Merci, monsieur. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez vous répartir, monsieur Deliste. Merci, monsieur le président. Je vais essayer de vous dresser tout simplement un constat un petit peu de la situation, en tout cas, telle qu'on peut la trouver aujourd'hui dans nos établissements pénitentiaires. Mais en préambule, je voudrais juste qu'on se ramène un peu à la réalité et de faire tomber un peu ce cliché de penser que tout le monde vient se radicaliser en prison ou que la prison fabrique des terroristes. Je pense que c'est, à mon avis, très réducteur. Quand bien même il faut travailler sur cette question-là et regarder quels sont les angles d'attaque que nous pouvons mettre en œuvre pour effectivement, en tout cas, appréhender d'une manière satisfaisante cette problématique-là. Je souhaiterais quand même dire ça parce qu'on a un peu le sentiment parfois que quand on a affaire malheureusement à des phénomènes, des faits graves tels qu'on les a connus récemment, on a souvent tendance à ramener la radicalisation à la prison. On sait que la radicalisation peut passer par la prison, mais on sait aussi que les gens soit se radicalisent avant, mais surtout après. Et le gros défaut qu'on peut faire aux établissements pénitentiaires, c'est parfois de mettre des gens en relation, de les faire se rencontrer, comme on a pu connaître par le passé, parfois des gangs qui se créaient dans les établissements pénitentiaires parce qu'ils se connaissaient et commettaient des gros casses après. Donc depuis une bonne quinzaine d'années, on a commencé à détecter dans nos établissements effectivement une forme particulière de radicalité, souvent qui a trait à l'islam. Alors on avait surtout tendance à s'en rendre compte de manière très ostentatoire parce qu'en général, on voyait des gens qui se convertissaient à l'islam, qui parfois changeaient de manière physique, se laissaient pousser la barbe, portaient des vêtements un peu particuliers, ce qui fait qu'on les identifiait très vite. On était parfois confronté à des prières collectives dans des lieux de style promenade, sport, dans nos établissements, ce qui nous permettait de bien appréhender ce qui se passait dans nos structures, sans forcément avoir une réelle prise en compte des problématiques qui pourraient se créer et qui pourraient se faire jour après sur notre territoire. Parce qu'on était quand même dans les années 15 ans en arrière sur un phénomène qui était naissant. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice, quelles que soient les années, n'a pas forcément pris la mesure, en tout cas, de ce dispositif-là. Et heureusement qu'aujourd'hui, on peut en tout cas essayer d'embrasser une perspective qui va faire que demain, le temps passé dans l'établissement pénitentiaire devrait permettre en tout cas d'augmenter notre capacité de détection de personnes qui, demain, pourraient se retrouver dans une situation terrible telle qu'on l'a connue avec les attentats récents. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les personnes qui sont dans nos établissements pénitentiaires et qui, on peut reprendre tout simplement les faits bien connus, Mohamed Merah, Mimouche, Kouachi, Koulibaly, quand on fait un feedback du parcours de ces personnes-là, on pourrait s'apercevoir, se dire, mais tiens, à ce moment-là, on aurait peut-être dû savoir qu'il y aurait pu avoir une dérive à un moment donné de ces personnes-là. Et quand on continue à détricoter, on se dit, bah, là aussi, effectivement, il peut y avoir un signe qui laisse à penser que. Sauf que si on prend ce cheminement à l'inverse, depuis le bas vers le haut, et qu'on regarde toutes les personnes qui, à un moment donné, ont été confrontées à la même situation que les personnes que je viens de vous citer, on s'aperçoit aussi que ces personnes-là ne deviennent pas forcément des terroristes. Et donc toute la difficulté dans le repérage qu'on va avoir aujourd'hui dans nos établissements et dans les renseignements qu'on va continuer à donner à nos services de renseignement nationaux, mais aussi en direct avec nos services du renseignement intérieur départementaux, souvent parce qu'on a une forme de proximité très importante, surtout en région parisienne, qui nous permet d'avoir en tout cas une transmission d'informations très courte.
Eh bien, aujourd'hui, on sait que dans nos établissements, on arrive à décortiquer un petit peu le positionnement de ces gens-là en 3 niveaux. On a souvent dans nos structures des gens qui sont plutôt des religieux, fondamentalistes, parfois radicaux, parfois pas, avec une tendance djihadiste, parfois oui, parfois non. Donc des gens qui sont identifiés comme ayant en tout cas une forme de reconnaissance religieuse dans nos structures. On va voir un cercle qui est tout proche aussi de personnes qui seront des personnes qui ont eu à connaître à un moment donné dans leur parcours, on va dire un parcours assez difficile, comme les gens qui vont en Syrie, au Yémen, dans tous les pays qu'on cite aujourd'hui, et qui se retrouvent aussi dans nos établissements, et qui peuvent apparaître parfois comme étant un peu des hommes de main, des personnes qui sont identifiées comme étant religieuses et qui s'inscrivent dans le cadre d'une forme de recrutement et d'endoctrinement dans nos structures. Vous avez un deuxième cercle où effectivement parfois on trouve des personnes qui peuvent être proches de la délinquance organisée, qui sont parfois de religion musulmane, mais pas que, et qui parfois vont aussi servir ces intérêts-là et faire en sorte d'arriver à augmenter le recrutement des personnes qui sont dans nos structures. Et puis vous avez un troisième cercle sur lequel, à mon avis, l'administration pénitentiaire a le plus de marge de manœuvre, en tout cas pour essayer de mettre en place des programmes de déradicalisation, mais c'est un mot barbare, donc on va plutôt employer un mot de désendoctrinement ou de désengagement, parce qu'on sait qu'on a aussi dans nos structures des publics qui sont très fragiles, déstructurés, parfois isolés socialement, isolés de leur famille, un peu en perdition, et qu'un discours qu'on peut qualifier de sectaire parfois, hein, en tout cas avec des procédures qui sont parfois proches des dérives sectaires, avec ce discours-là, on peut parfois arriver à faire passer ces individus-là qui sont fragiles, si vous voulez, du mauvais côté de la barrière, entre guillemets. Et c'est là où il faut qu'on soit très vigilant. Et c'est là, malheureusement, qu'on sait qu'on va identifier un certain nombre de personnes et que parmi l'ensemble de ces personnes-là, toutes ne deviendront pas des personnes qui deviendront un danger demain pour la société. On a eu l'expérimentation du centre pénitentiaire de Fresnes qui a fait beaucoup parler. Alors beaucoup parler parce qu'en fait, le chef d'établissement du CP Fresnes a pris cette décision-là bien avant les incidents fâcheux qu'on a connus au mois de janvier dernier. Et c'est vrai que d'abord, une interrogation s'est posée de se dire, mais est-ce une bonne idée de rassembler dans un même lieu des personnes avec un profil, pas forcément radical, mais avec une tendance plutôt à faire du prosélytisme. Parce que l'idée du chef d'établissement de la maison d'arrêt de Fresnes, c'était de dire, voilà, j'ai un certain nombre d'individus qui font pression dans ma structure, qui font beaucoup de prosélytisme, et l'idée que j'aimais, c'est de me dire, si je les mets ensemble, ils ne vont pas faire du prosélytisme ensemble, ils seront ensemble, et du coup, ça va faire diminuer la pression dans la structure. C'est ce qui s'est passé. Après plusieurs semaines de mise en œuvre de ce dispositif-là, ce chef d'établissement nous dit, on ressent déjà une évolution dans la vie quotidienne de la détention. On commence à retrouver des posters qu'on ne retrouvait pas sur les murs. On peut parler des posters de femmes dénudées, des belles voitures, des choses qu'on ne voyait plus en fait dans la détention parce qu'il y avait une forme de contrôle social qui faisait qu'on ne le faisait plus. On commence à remanger un peu plus de viande, et de viande qui n'est pas forcément halal. On recommence aussi à manger du porc quand on n'en mangeait plus. Alors encore une fois, je voudrais le dire, parce que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer souvent à ce sujet, il ne s'agit surtout pas de stigmatiser la religion musulmane dans nos établissements. Par contre, ce qui nous appartient de faire, c'est de faciliter le fait que ce culte-là puisse être exercé sans aucune pression de personnes qui seraient beaucoup plus radicalisées et qui, justement, viendraient en opposition de tout le travail qui est réalisé par les aumôniers agréés par l'administration pénitentiaire, les aumôniers musulmans. Et aujourd'hui, force est de constater que malgré le fait qu'on ait quand même une très forte majorité de personnes détenues musulmanes, les moyens qui avaient été mis en œuvre pour faire en sorte que cette religion soit accompagnée n'étaient pas suffisants. Donc ça, c'est une réalité sur le terrain.
Donc rien que le fait de mettre ensemble des personnes qu'on a identifiées comme étant des personnes prosélytes et parfois prosélytes plus radicales les unes que les autres, ça a au moins un avantage, c'est l'avantage d'apaiser la détention d'une part, et ça permet aussi de pouvoir mettre en place des programmes particuliers de prise en charge selon les publics qu'on a. Mais encore une fois, je pense qu'il faut se dire qu'on ne va pas défondamentaliser une personne qui est très ancrée dans sa religion. Un religieux restera toujours un religieux. Que la prise en charge d'une personne qui est allée en Syrie, au Pakistan, au Yémen, va nous conduire à avoir une prise en charge toute particulière, parce qu'on sait aussi que ce qui peut être vécu quand on se déplace dans ces pays-là est parfois très, très dur à vivre, hein, y compris au retour. On pourrait peut-être faire un parallèle aussi des militaires, hein, qui, quand ils vont sur les terrains de guerre, etc. On a connu ça aussi par le passé, avec le Vietnam, aux États-Unis, etc., où un certain nombre de personnes étaient quand même très déstructurées si elles n'étaient pas accompagnées au retour. Donc là, il y a peut-être une prise en charge à faire, et on sait aujourd'hui que la prise en charge peut passer par les établissements pénitentiaires, parce qu'on sait que les retours de ces pays-là conduisent de toute façon à l'incarcération, au départ. Et après, on a la mise en œuvre, effectivement, de programmes à déterminer, parce qu'aujourd'hui, personne ne connaît la recette, qui s'adresserait donc au troisième cercle que je vous ai indiqué tout à l'heure, des personnes qui pourraient être accessibles, en tout cas, à une prise en charge particulière qui pourrait nous permettre, justement, de les sortir, de les accompagner, en tout cas, de cette forme de prise, mais d'emprise, en tout cas, qui pourrait régner sur elles, par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur le phénomène de radicalisation qu'on peut trouver dans nos établissements pénitentiaires. Alors encore une fois, je le redis, c'était mon préambule tout à l'heure, le phénomène de radicalisation n'est pas uniquement, c'est pas radicalisation égale prison. Et si on veut, à un moment donné, avoir une réelle politique, en tout cas, d'alerte en ce domaine-là, et c'est bien ce qui a été dit, en tout cas, par les politiques depuis un certain temps, il faut s'adresser à toutes les couches de la population jeune en général, on le sait, mais cette problématique-là commence de toute façon déjà à l'école, en tout cas au moins sur les collèges et les lycées, où on sait qu'on a besoin aussi, à un moment donné, de pouvoir avoir une certaine forme de repérage. Pardon. Parce que quand ces personnes-là arrivent dans nos établissements, on va dire qu'on ne peut pas toujours percevoir qu'à un moment donné, ces personnes-là vont devenir, à un moment donné, des gens qui risquent de commettre des actes très, très graves dans notre pays. Quand on reprend la première incarcération de M. Koulibaly, jamais cette personne-là n'est apparue, en tout cas aux yeux de l'administration pénitentiaire, comme une personne pouvant devenir une personne terroriste. Jamais. Koulibaly a fait des reportages interdits avec son téléphone en dénonçant les conditions de détention à l'époque à Fleury, me semble-t-il. Un reportage qu'il a vendu d'ailleurs à un média. Mais cette personne-là s'inscrivait dans le cadre d'une démarche en disant voilà les conditions dans lesquelles on est détenu, il faut faire quelque chose. Et on s'aperçoit que quelques années après, cette personne-là revient en prison et se retrouve dans une disposition où on ne la repère pas totalement comme étant quelqu'un qui va commettre des actes très graves, même si elle est signalée au service de renseignement intérieur. Donc pour ce qui nous concerne, en tout cas au niveau de l'administration pénitentiaire, ça fait déjà plusieurs années que nous réclamons, en tout cas, le renforcement du service de renseignement pénitentiaire. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, puisque ça fait partie des différentes mesures qui nous sont proposées maintenant. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté dans nos structures, quand on fait du renseignement, c'est qu'on travaille en fait avec des personnes qui ne font pas que du renseignement. On travaille avec des personnes qui ont un poste et qu'on aura identifié comme étant des gens qui ont la possibilité d'avoir une approche particulière au sein de la population pénale ou du personnel et qui peuvent nous permettre d'avoir du renseignement. Et on s'aperçoit aussi qu'on a beaucoup de déperditions. Donc demain, il faudra vraiment que le service du renseignement pénitentiaire, qui est un service qui d'abord a été, qui date de 2003, me semble-t-il, et qui avait été mis en œuvre pour travailler surtout sur le grand banditisme et les réseaux et lutter contre les évasions. Et ce service-là, avec le temps et la modification de la société
et surtout l'arrivée des phénomènes de terrorisme dans notre pays, s'est un petit peu étoffé et a étendu en tout cas son intervention sur le renseignement et aussi sur le renseignement et la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. On sait qu'aujourd'hui, on est aussi à un moment où la direction de l'administration pénitentiaire va se réorganiser. On va profiter d'un changement de lieu, puisque avec la construction du millénaire 3 à Aubervilliers, vous savez que les directions du ministère de la Justice, en tout cas beaucoup d'entre elles, vont partir à Aubervilliers et se rassembler. Et la direction de l'administration pénitentiaire a fait le choix de supprimer l'état-major de sécurité au sein de la direction de l'administration pénitentiaire, ce qui, de notre point de vue, est une erreur. Est une erreur parce que le fait de diluer la sécurité dans différentes sous-directions qui ne seraient pas forcément des sous-directions de sécurité pourrait, à terme, en tout cas, complètement diluer, en tout cas, cette mission-là. Parce que si tout le monde fait de la sécurité dans nos établissements, plus personne fait de sécurité. Donc, on tenait à vous soutenir, en tout cas, cette position-là, parce que les professionnels que nous représentons aujourd'hui sont en attente, effectivement, d'une prise en compte de cette thématique-là. Et la disparition d'état-major de sécurité au niveau de l'administration pénitentiaire risque à terme d'être un réel problème. Alors voilà en préambule ce que je souhaitais vous dire, Monsieur le Président, par rapport à cette problématique-là. C'est une problématique qui est compliquée, qui est plurielle, qui nécessite des prises en charge adaptées selon les publics qu'on aura repérés et selon le degré d'interaction de ces différents publics dans nos établissements pénitentiaires. Très bien, je me permets de rebondir sur votre avant-dernière remarque sur la suppression de l'état-major de sécurité, puisque nous avons auditionné la directrice de l'administration pénitentiaire. Elle n'a à aucun moment évoqué, il y avait d'ailleurs le directeur de l'état-major de sécurité qui l'accompagnait, elle n'a pas du tout évoqué cette suppression de l'état-major de sécurité. Enfin, donc si je comprends bien, c'est une réorganisation, une déconcentration qui est opérée. Si vous voulez, les différentes missions qui étaient confiées à l'état-major de sécurité vont se retrouver dans des sous-directions complètement différentes et éparpillées. Voilà. Avec une sous-direction métier et une sous-direction des missions. Voilà. Alors, bon, on est à l'aune de ce qui va se mettre en œuvre. L'histoire nous dira si c'était une bonne idée ou pas. En tout cas, en termes d'image aujourd'hui, nous pensons que ce n'est pas forcément une très bonne idée de supprimer l'état-major de sécurité sera réparti dans ces deux directions. Oui. Sous-direction ou direction. Certains bureaux seront fusionnés d'ailleurs avec d'autres bureaux. C'est une totale réorganisation. Monsieur le rapporteur. Excusez-moi, parce que c'est assez important cette question. Là, il y a une confusion. Enfin, on n'a pas bien compris ce qu'a dit le ministre. Je crois qu'on avait tous compris, à part que vous disiez le contraire, qu'au contraire, il y avait un renforcement et que c'était autour d'une centralisation des informations. Donc, vous nous dites que c'est pas ça qui va se passer, vous en êtes sûr? D'accord. Je suis un peu surpris parce qu'on avait entendu le contraire, mais on va vérifier. De toute façon, on va re-entendre le ministre. Peut-être vous précisez que Madame Blin, oui. La réorganisation en fait, de la DAP ne prévoit pas. Pardon, ils sont simplement redispatchés en fait sur deux sous-directions, l'une qui va concerner les métiers et l'autre les publics. Mais du coup, le sous-directeur que vous avez rencontré prend la direction de la sous-direction des publics qui englobera notamment le bureau du renseignement pénitentiaire qui reste en tant que tel. Madame Pomorek. Oui. Si je peux me permettre, à titre de complément, c'est vrai que nous ne sommes pas totalement en accord de la même manière sur la réorganisation. L'état-major de sécurité, en tant que sous-direction, disparaît. Effectivement, les bureaux qui le composent ne disparaissent pas et sont redéployés dans différentes sous-directions. Et nous avons d'ores et déjà eu l'occasion d'exprimer à la directrice le fait que pour nous, il y a une synergie qui s'est créée depuis 2003, lorsque l'état-major de sécurité a été créé, et que cette synergie entre les trois bureaux de l'état-major de sécurité risque d'être diluée.
notamment le point principal qui peut inquiéter les directeurs des services pénitentiaires que nous représentons, c'est tout simplement que lors d'un incident, lors de la gestion de crise, allô monsieur sécurité, qui répondra à l'état-major de sécurité de notre force de sécurité intérieure? À l'heure actuelle, nous n'avons pas la réponse. Voilà, nous tenons à votre disposition les écrits que nous avons publiés suite aux rencontres avec la directrice d'administration pénitentiaire. Nous les communiquer, hein, c'est un point en effet important. Monsieur Pueyo. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, je voudrais remercier les directeurs qui représentent les deux organisations professionnelles, le syndicat national IA et Force ouvrière, puis la CFDT. Je crois que vous avez été mesuré dans vos propos et je trouve ça très intéressant ce que vous nous avez dit concernant à la fois les quartiers dédiés, concernant la prise en charge individualisée de certains détenus qu'on peut considérer... Le mot, quand on parle de radicaux, on est un peu perdu. Entre les fondamentalistes, les radicaux, les djihadistes, il faudra qu'on se mette d'accord sur le véritable vocabulaire. Moi, je voulais revenir un petit peu sur les quartiers dédiés, parce que ça avait été quand même l'objet de discussion ici au Parlement et puis également au niveau du gouvernement. Je pense que vous devez connaître également ce qui s'est passé en Italie, notamment... lorsque on a créé un régime de détention en Italie qui était, je crois, le 41 bis, Monsieur le Président, c'était pour prendre en charge d'une manière spécifique les détenus de la mafia de façon à ce qu'ils n'influencent pas les détenus les plus influençables. Et ce qui était intéressant dans cette expérimentation, qui n'est pas une expérimentation, qui a fait son œuvre, ça a été validé par la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais c'est important de le rappeler parce qu'on pourrait se poser la même question pour nos quartiers dédiés. Donc l'objectif, c'était d'écarter, c'était également de mieux contrôler leur relation avec l'extérieur. Et donc moi, je pense que ce qui s'est passé en Italie avec le régime 41 bis, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que vous êtes en train de faire à Fresnes et puis dans les quartiers dédiés qui vont être mis en œuvre dans la région parisienne. Enfin, peut-être dans le même état d'esprit en tout cas. Donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Je sais que la CFDT, vous êtes plus mesuré sur le fait d'écarter certains détenus qu'on peut considérer radicaux et qui peuvent influencer des détenus les plus fragiles psychologiquement. Ça, c'est une première question. La deuxième question, ça concerne les personnels pénitentiaires. Parce que le sujet, c'est bien sûr l'observation, le renseignement. On va renforcer le bureau, mais il faut quand même des personnels qui soient, dans leur vie quotidienne, attentifs à ce phénomène. Est-ce que vous pensez que tous les personnels qui interviennent dans les prisons françaises, je pense bien sûr aux SPIP, je pense aux enseignants, je pense y compris à des services médicaux, est-ce qu'ils vont également rentrer dans cette dimension du renseignement? Parce qu'on peut imaginer que dans une activité, par exemple culturelle, un animateur se rend compte qu'il y a un détenu qui est en train de se radicaliser. Donc l'information est importante. Ce n'est pas uniquement que le surveillant d'étage qui peut s'en rendre compte, c'est également dans la vie quotidienne. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres organisations syndicales qui représentent le SPIP, qui représentent les enseignants éventuellement, ou d'autres corps professionnels qui interviennent? Et puis, je voudrais vous dire que je suis d'accord avec vous lorsque vous avez dit la radicalisation, ce n'est pas uniquement la prison. Ça me fait penser à ces personnes qui disent la prison, c'est l'école de la récidive. Et quand on regarde les personnes qui sont écrouées, on se rend compte que parmi les primo-entrants, on a beaucoup de récidives déjà, des personnes qui ont été condamnées à plusieurs reprises, qui ont été suivies en milieu ouvert, qui ont fait l'objet de mesures éducatives. Elles ont malgré tout récidivé et on les retrouve en prison. Donc il y a des schémas un peu simplistes qu'il faut vite évacuer. Et puis, vous avez dit à juste titre, les quartiers dédiés existent déjà.
pour, par exemple, les détenus qui ont des profils qui peuvent être dangereux pour l'ordre public. Je pense à certains détenus qu'on regroupe dans certaines grandes régions, de grandes maisons d'arrêt de la région parisienne, ou des quartiers dédiés qui sont réservés aux détenus les plus vulnérables, à l'issue, effectivement, de l'audience entrant pour orienter. Alors, voilà, 2 questions, les quartiers dédiés, le renseignement pénitentiaire et le travail que vous faites avec les personnes. Monsieur Deliste. Ce que vous évoquez, Monsieur Pouillot, c'est du régime différencié, en gros, tout simplement. Plusieurs choses. Effectivement, vous avez raison, parce qu'on l'a souvent souligné, de dire qu'avant d'aller en prison, quelque individu que ce soit, y compris les jeunes personnes, ont eu affaire de nombreuses fois à la justice. Donc la récidive, elle ne vient pas forcément du fait qu'on incarcère les personnes. Ça, c'est une chose et on est tout à fait d'accord là-dessus. Le 41 bis que vous citez en Italie, Lucie Comorec, qui est à côté de moi, vous en parlera parce qu'elle y est allée. Donc elle pourra nous en parler. Effectivement, c'est une expérience intéressante, on peut s'en inspirer, on peut voir comment on peut décliner ce type de structure dans notre pays. Je pense qu'il y a des établissements qui seraient beaucoup plus adaptés pour le faire, un qui n'est pas très loin de la mairie que vous dirigez, par exemple, à Condé-sur-Sarthe, ou à Vendin-le-Vieil, qui va s'ouvrir bientôt, puisque ce sont des établissements qui seraient très adaptés justement pour pouvoir mettre en œuvre des quartiers particuliers pour prendre en charge des gens qui seront très compliqués, très difficiles à désendoctriner au demeurant, voilà, et qui peuvent être des personnes assez dangereuses. Parce qu'aujourd'hui, les personnes les plus dangereuses, les plus connues qu'on a dans nos établissements pénitentiaires sont gérées à l'isolement. Ils sont isolés de fait dans un isolement administratif, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de contact avec les autres personnes détenues, alors très peu, quelques personnes qui peuvent graviter autour d'elles, mais c'est tout. Elles ne vont pas dans les activités collectives avec les autres personnes. Donc il y a déjà de toute façon un mode de gestion adapté, en tout cas aux détenus un peu médiatiques de par les crimes qu'ils ont commis, surtout s'ils sont terroristes et qui reviennent dans notre pays, sont gérés de cette façon-là. On en a, dans l'établissement que je dirige, je sais qu'on en a 4 qui sont gérés à l'isolement. Et c'est que 4 sur un groupe de 25-26 détenus sur 1000 personnes détenues et incarcérées. Donc il y a cela. Par contre, dans les quartiers qu'on pourrait voir naître dans d'autres établissements, en Ile-de-France beaucoup, parce que l'Ile-de-France concentre beaucoup de personnes détenues avec cette problématique-là. Et on a aussi le pôle antiterror qui est à Paris, etc. Donc on sait que dans les maisons d'arrêt parisiennes, on concentre aussi beaucoup de personnes qui sont de cet acabit-là. Dans ces quartiers-là, l'idée, c'est de mettre en place des programmes, mais des programmes, c'est vraiment des programmes de prise en charge. C'est d'essayer de regarder, de faire une évaluation très fine, en tout cas de leur personnalité, d'essayer de déterminer si nous avons des leviers qui nous permettront d'agir, en tout cas, pour essayer de les sortir, en tout cas, de cette dynamique-là. Et là, on n'est pas forcément, à mon avis, obligé de s'inspirer du 41 bis italien, à mon avis. Donc c'est l'idée de ce qu'on évoquait tout à l'heure, de dire, regardons selon les profils de personnes, parce qu'il y a vraiment des profils très différents, et on sait que tous ces profils différents-là interagissent à un moment donné. Mais quitte celles-là, à un moment donné, de ces personnes-là vont devenir des gens qui sont dangereuses pour la société, pour le monde en général. Mais mettons en place une prise en charge adaptée par rapport à ce type de profil-là. Donc il y a les hyper dangereux, oui, il peut y avoir des quartiers, sans revenir au QSR ou au QHS qu'on a connu par le passé. Parce qu'il faut aussi se servir de l'histoire et de ne pas retomber justement dans des excès qui pourraient nous emmener à une prise en charge qui serait, à mon avis, pas cautionnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans ce cadre-là. Très bien, merci. En écoutant M. Pueyo tout à l'heure, excusez-moi, mais c'est une remarque plus personnelle, parce que j'approuvais tellement ce qu'il disait, je me retrouvais dans ses propos. Me revenait cette formule que j'ai eu l'occasion de citer à la tribune en disant si la prison est l'école de la récidive, on y rentre généralement avec un diplôme. Mais c'est un autre débat. Madame Gosselin-Fleury. Moi, sur les quartiers dédiés, hier, nous avons auditionné M. Crossreau-Cavard qui nous disait qu'il y avait quand même un vrai risque à les regrouper, notamment ceux qui reviennent de Syrie ou d'Irak ou du Yémen, à les mettre dans un même lieu parce qu'il y a quand même plusieurs profils. Il y a ceux qui reviennent toujours très endoctrinés
et qui sont un peu programmés pour commettre des attentats. Il y a ceux dont vous parliez qui sont traumatisés, atteints vraisemblablement du syndrome post-traumatique, avec toujours un attrait pour la violence, des difficultés. Et puis, il parlait de ceux qu'il appelle les déconvertis ou les djihadistes repentis. Et il considère qu'il y a vraiment danger à les mettre tous dans un même lieu. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité non seulement d'un traitement différencié, mais d'éviter, de pouvoir à la fois bien cerner les profils pour éviter ce mélange qui pourrait être détonnant, et éventuellement la possibilité aussi d'utiliser ce qu'il appelle les déconvertis quand ils sont d'accord pour... J'ai une autre question, c'est ce que vous pensez du rôle des aumôniers musulmans. Est-ce que vous pensez qu'actuellement, ils participent vraiment à des opérations, enfin, est-ce qu'ils peuvent éviter la radicalisation, le prosélytisme? Est-ce que leur rôle est vraiment efficace dans ce domaine? Est-ce qu'il y a donc intérêt à multiplier leur nombre et leurs interventions? Et si oui, quelles seraient les conditions ou les critères pour que leur rôle soit efficace? Monsieur le rapporteur, vous voulez... Oui, juste parce que ça va dans le même sens que Mme Gosselin-Fleury, c'est pour ne pas alourdir. Est-ce que dans l'expérience de Fresnes, enfin, dans ce système-là qui consiste à isoler nombre de détenus, est-ce qu'il n'y a quand même pas le risque de la création d'une espèce de califat, enfin, en tout cas avec des personnalités dominantes alors, je suppose qu'il doit y avoir une analyse évidemment de fait des individus que l'on met dans ce système-là. Mais c'est une question qui est importante parce que beaucoup de collègues pensent que le mieux, c'est de mettre les individus à l'isolement. Vous avez dit tout à l'heure, il y en a 4 à l'isolement. Bon, je ne suis pas loin de penser comme eux, mais bon, je regarde l'expérience de Fresnes, on était un peu dubitatif, puis c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses positives. Alors actuellement, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Donc comment vous percevez ça? Deuxième chose, est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe au Beaumet en ce moment dans ce domaine à Marseille? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Madame Blin. Pour répondre à votre question sur les quartiers dédiés, effectivement, il faudra vraiment veiller à qui on met dans ces quartiers. Je pense que les exemples qu'on peut avoir en Europe sont assez intéressants de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui en reviennent parce qu'effectivement, ils ont regroupé des gens uniquement par rapport à un type d'infraction, finalement. Et en fait, on a regroupé des gens qui... effectivement, n'avaient pas du tout les mêmes profils, n'en étaient pas du tout au même stade. Et du coup, ça présente effectivement le danger d'une radicalité bien plus forte et finalement d'un regroupement qui peut être vraiment très dangereux, avec du coup des effets de bande qui se constituent vraiment à l'intérieur, parce qu'ils sont... vous savez, un peu comme les Corses et un peu comme les Basques, finalement, on voit qu'à Fresnes, là, les premiers mouvements qu'il y a eu sur cours de promenade, en fait, il y a cet effet de collusion et de rassemblement très important. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment veiller, du coup, à ne pas mettre tout et n'importe quoi dans ces quartiers dédiés. Pour autant, ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est que ceux qu'il semble intéressant de mettre à l'écart, ce sont ceux qui sont déjà dans une forme de prosélytisme, en fait, et qui peuvent provoquer en fait un effet de contagion à l'intérieur de l'établissement. Mais ça nécessite aussi qu'il y ait une prise en charge à l'intérieur de ces quartiers. La difficulté avec peut-être l'expérience de Fresnes, c'est que ça s'est fait de manière assez rapide parce que ça répondait à un besoin à un moment donné identifié, mais ça s'est fait sans accompagnement. Et vous aviez raison de dire qu'il faudra former des personnels pénitentiaires parce qu'aujourd'hui, beaucoup des agents ont peu de connaissances sur l'islam, sur ce qu'est une pratique normale de l'islam et ce qu'est une pratique radicale.
Et on parle notamment des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui effectivement n'ont une vue très éloignée de ces questions-là, qui ne questionnent pas forcément la croyance, alors que ça pourrait en fait constituer un intérêt important dans la prise en charge. Mais il faut reconnaître que pour l'instant, ce sont des éléments qui sont très peu questionnés en fait par les personnels pénitentiaires dans leur ensemble, que ce soit en milieu fermé ou que ce soit en milieu ouvert d'ailleurs, ce qui est un peu dommage. Et on voit à quel point ils ont eu du mal, après les attentats du mois de janvier, de reparler de ces événements en détention, d'organiser des débats. Voilà, c'est compliqué pour les personnels d'aller sur ces champs-là. Donc on voit bien à quel point ils auront besoin d'être formés. Donc sur les questions de connaissance de l'islam, les questions d'emprise mentale, et puis effectivement, voilà, essayer de travailler sur le développement de l'esprit critique. En fait, on peut se dire que peut-être les programmes de prise en charge qui pourront être développés dans les établissements pourront avoir cette visée voilà, si on peut intervenir sur un domaine, c'est peut-être développer l'esprit critique par rapport à une croyance. Ça fait appel à des techniques qui sont a priori assez accessibles, notamment au conseil pénitentiaire d'insertion et de probation, avec l'aide de partenaires qui devront eux aussi bien évidemment être formés, mais a priori ça constitue quand même quelque chose qui est dans le champ du possible dans nos pratiques professionnelles. Alors peut-être pour répondre à la question des aumôniers, ils peuvent avoir une réelle utilité quand ils ont vraiment, quand ils prennent part à la vie de l'établissement. Ça veut dire aussi, au-delà du prêche du vendredi, ça veut dire avoir une présence effective au sein de l'établissement. Comme beaucoup d'autres aumôniers, ça veut dire aller à la porte des cellules, et puis, vous savez, ils ont la clé, et ça veut dire avoir cette démarche très volontariste, en fait, d'occuper le terrain, parce qu'il y a peut-être ça, et souvent dans les prisons, il y a des questions de territoire, donc ne pas laisser le territoire aux imams autoproclamés en détention, mais vraiment avoir une présence très forte, et puis s'assurer que finalement, il y a un lien constant entre les aumôniers et la direction de l'établissement. Ça, c'est quelque chose qui se pratique aussi dans le quotidien. Je pense que c'est un bon moyen de vérifier, entre guillemets, la loyauté par rapport aux principes républicains de ces aumôniers, c'est d'avoir une collaboration vraiment étroite et de n'accepter l'agrément qu'à cette condition d'une collaboration étroite avec l'administration pénitentiaire. Alors, ce qui n'est pas simple à mettre en œuvre, parce que pour un certain nombre de détenus, le fait de voir un aumônier, entre guillemets, collaborer avec l'administration pénitentiaire peut être un frein à leur écoute, etc. Mais malgré tout, on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien quand en tout cas, ils sont présents au sein des détentions. Merci, Monsieur Guasguen. Moi, j'ai trouvé, parmi les interventions, quelques pistes intéressantes pour notre commission. Vous avez bien insisté au départ sur le fait qu'il y a une grande diversité d'approches à tenir. Nous sommes bien d'accord. Et vous avez bien dissocié ceux qui sont vraiment des religieux déjà convaincus, enragés et fanatisés, de personnes qui en réalité vont peut-être ou peut-être pas entrer dans cette mouvance. C'est bien différent. En réalité, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous en prison. Et moi, la question que je me posais était la suivante. Imaginons un instant qu'il ne s'agisse plus d'islam. Moi, je voudrais comparer ça, par exemple, à ce qui se passe avec la mafia sicilienne. Où je sais que vous l'avez étudié, et c'est une bonne chose que de nous en parler. Parce qu'il y a des moments où je me demande si on ne focalise pas un peu trop sur le caractère musulman de toutes ces affaires. En particulier si l'imam autoproclamé, qui s'autoproclame la plupart du temps, est-ce que ce n'est pas le caïd? Est-ce qu'il est calme, religieux, enfermé dans sa cellule, en train de prier Allah, ou bien est-ce que c'est le vrai caïd, c'est-à-dire celui qui donne des ordres et qui en vérité se fait respecter, comme dans la mafia,
se fait respecter le capo mafiosi. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas beaucoup à apprendre et ça nous permettrait d'éviter ces histoires de déradicalisation et tout, parce qu'on y perd beaucoup de temps, alors qu'en réalité, il s'agit d'une organisation qui est une organisation calquée. Imaginez les Siciliens, ils sont solidaires des mafieux, c'est clair, c'est évident, ils n'en disent pas de mal parce qu'ils ont peur. Il y a peut-être une autre analyse à faire, qui est une analyse beaucoup plus laïque, sur le rapport de force, de terreur, qui existe à l'intérieur de la prison et qui devrait nous inspirer à des réflexions beaucoup plus classiques. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur lui-même disait qu'il était très difficile maintenant, en ce qui concerne les terroristes, de distinguer ceux qui sont en prison et qui sont terroristes ou qui vont le devenir, en réalité, du droit commun, qu'il y avait une interaction permanente. Donc, je voudrais connaître un petit peu votre analyse sur la comparaison qu'on peut faire avec les organisations mafieuses et les déterminations pénitentiaires qui ont été prises. Et surtout, une deuxième question, lorsque il y a la libération, qui sont de plus en plus fréquentes, puisqu'il y a des libérations conditionnelles désormais, quelle est votre parole? Est-ce que vous avez un véritable pouvoir lorsque le juge d'application des peines va examiner, en toute liberté maintenant, la sortie conditionnelle ou non? Est-ce que vous lui passez des informations qui peuvent tenir au fait qu'il est possible que cet individu, à sa sortie, même s'il n'a pas commis un délit terroriste, soit susceptible de le commettre, ou en tout cas de rentrer dans une bande qui pourrait avoir des objectifs terroristes musulmans, islamiques ou autres? Voilà mes deux questions. Allez-y. Juste quelques... Allez-y. Il y a juste une petite nuance, Monsieur Goesgen, c'est que dans nos établissements, alors on peut imaginer qu'il y a une forme de caïda à un moment donné, parce qu'il y a une forme de prosélytisme et de convertis aussi, des gens qui se convertissent, qui se mettent dans des préceptes particuliers, il peut y avoir une forme de caïda. Après, comment on traite, comment on gère. Les religieux, en général, sont des gens qui sont très calmes, très peu mis en lumière, ils sont en retrait, ils ont cette reconnaissance-là dans les établissements, chez nous, mais on les prend rarement à défaut, si vous voulez, dans nos structures. Donc c'est très compliqué, et c'est très compliqué parce que... pas parce qu'ils sont plus malins, mais parce qu'ils sont très respectueux du personnel, ils ne se mettent pas à dos le personnel. Par rapport aux autres détenus, ce ne sont pas forcément ces personnes-là qui directement vont faire pression sur les autres détenus. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'histoire des cercles. Il y a des hommes de main. Voilà, il y a des hommes de main. Donc après, est-ce qu'on dit effectivement, on fait une prise en charge? Vous savez, on se bat depuis longtemps dans notre organisation pour lutter contre tous les phénomènes de délinquance qu'il y a dans nos prisons. Parce que vous savez que dans tous les départements, on fait des réunions sur la prévention de la délinquance. Et d'ailleurs, j'en toucherai 2 mots après, puisque dans les Hauts-de-Seine, là où je suis, on a, grâce au FIPD, réussi à monter justement une opération de formation du personnel avec l'Association française des victimes du terrorisme. Donc vous voyez, on arrive aussi à faire des choses, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on se tourne vers les préfectures également, pas uniquement que le ministère de la Justice se regarde uniquement sur son nombril, parce qu'on sait qu'il peut y avoir aussi des interactions, et les préfets sont très au fait aussi de cette problématique de lutte contre la radicalisation. Donc il faut étendre tout ça. Donc je dis oui, Lucie va nous expliquer ce qui se passe effectivement en Italie, mais je pense qu'on ne peut pas comparer exactement le comportement de ces personnes-là comme pourrait se comporter, comme vous le disiez tout à l'heure, le parrain dans un établissement pénitentiaire incarcéré. Il y a des petites nuances, mais effectivement, on peut faire un parallèle. Alors, sans avoir la prétention de vous présenter comment fonctionne le 41 bis, il est vrai que dans le cadre de ma scolarité en tant que directrice des services pénitentiaires, j'ai eu la chance de partir 15 jours en Italie et j'ai découvert le régime du 41 bis. J'en profite au passage pour dire que pour des raisons budgétaires, ces 2 semaines ont été supprimées de la formation des directeurs, ce qui est bien dommage. Juste, ce qui a retenu mon attention dans le... Ce qui a retenu mon attention dans le 41 bis, c'est que effectivement,
comme on est sur un phénomène mafieux qui est donc plutôt dépassionné par rapport au débat qu'on peut avoir par rapport au phénomène religieux, on est sur une prise en charge qui est plus objective, dans le sens où les personnes, on les prend en charge en raison d'une dangerosité sociale avérée. Aujourd'hui, je pense que pour les personnes détenues les plus dangereuses, en termes d'insertion dans un parcours djihadiste, il faut avoir également une approche objective et analyser le risque en termes de dangerosité sociale. C'est-à-dire qu'un terroriste, c'est pas avant tout un musulman, c'est avant tout quelqu'un qui risque de passer à l'acte et d'avoir un véritable impact sur la société. Et dans cette optique-là, et uniquement dans cette optique-là, je pense qu'on peut regarder l'article 41 bis comme quelque chose d'intéressant. Que permet l'article 41 bis, qui a d'ailleurs été renforcé à plusieurs reprises? Il permet un isolement, en fait, de la personne détenue vis-à-vis des réseaux mafieux. Donc, on sait que les personnes radicalisées fonctionnent beaucoup en réseau. Pour cet aspect-là, ça peut effectivement être intéressant. Il s'agit d'un contrôle très strict des communications, des parloirs, l'absence de contact avec des personnes, voilà, même les personnes détenues qui servent les repas, enfin, les OXI qui sont au sein de ces détentions, sont des personnes qui sont sélectionnées parce qu'elles ne parlent pas la langue. Donc elles parlent d'autres langues, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de contact. Elles ne restent pas plus longtemps que quelques mois, parce que dès lors qu'elles apprennent la langue, elles deviennent potentiellement des vecteurs. Les personnels qui s'occupent de ces détenus mafieux sont des personnels qui sont formés, qui appartiennent à une brigade qui relève de la police, parce qu'en Italie, les personnels pénitentiaires relèvent de la police, mais là on est sur une unité de sécurité spécifique qu'on appelle le GOM, le Gruppo Operativo Mobile, qui relève d'un général. Ces personnels travaillent cagoulés, ils font l'objet de rotations de sécurité régulièrement pour leur sécurité personnelle. Voilà. Donc sans aller jusqu'à des mesures aussi extrêmes, je pense qu'on peut s'inspirer et aller voir ce qui se passe effectivement en Italie en ayant ce prisme de la dangerosité sociale bien en vue. Pour compléter les propos de M. Deliste, nous, au syndicat FO Direction, on se bat depuis des années pour une prise en charge différenciée de toutes les personnes détenues et on est favorable à la spécialisation des établissements. De ce fait, on n'est pas favorable à la création d'un quartier unique qui regrouperait toutes les personnes présentant des dérives. L'idée, c'est vraiment de faire un tri, de profiler les personnes, de réserver ces quartiers type 41 bis, par exemple, vraiment aux détenus les plus dangereux qui sont extrêmement minoritaires. Et on parle de les regrouper. Je tiens à signaler que l'établissement de Condé-sur-Sarthe et de Vendin-le-Vieil sont des établissements qui ont été conçus pour permettre à des personnes en situation de quasi-isolement de quand même bénéficier d'activités, continuer à avoir une vie en détention. Donc, il ne faudrait pas s'interdire de regarder quelle utilisation on peut faire de ces quartiers qui sont extrêmement sécurisés, qui permettent une forte sectorisation et donc l'impossibilité de communiquer et du coup éviter ces phénomènes de bandes, de propagation. Je pense qu'il y a une vraie piste, nous l'avons présentée au cabinet de la garde des Sceaux. Pour nous, il s'agit d'une piste de travail, encore une fois, pour l'extrême minorité particulièrement dangereuse d'un point de vue social. Pour ce qui concerne, je me permets juste de compléter, les personnes qui sont dans le cercle le plus éloigné, en fait, les personnes les plus fragiles, du fait de mes fonctions actuelles, je travaille dans la politique de la ville, je suis actuellement au ministère de l'Intérieur, donc ça me permet d'avoir une vision complémentaire par rapport aux expériences passées que j'ai pu avoir au sein de l'administration pénitentiaire. Il faut bien avoir conscience que les personnes cassées, fragiles, déstructurées qui arrivent dans nos établissements sont des personnes sur lesquelles toutes les politiques publiques ont échoué, il n'y a eu aucune prise. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quels moyens donne-t-on à une administration qui est de sous-dotée depuis des années pour réussir là où l'éducation nationale, la politique de la ville et toute autre sorte de politique publique ont échoué? Je pense que l'enjeu, il est véritablement là. Si on veut réussir à prendre en charge correctement les personnes vulnérables au sein de nos détentions pour éviter leur radicalisation, il faut aborder la question sous l'angle social, c'est-à-dire quelle possibilité d'insertion, parce qu'on n'est pas sur de la réinsertion, mais d'insertion, on peut offrir à ces personnes. Madame Comorec, est-ce que vous pourriez nous simplement... Attendez, monsieur le rapporteur, et puis monsieur. Est-ce que vous pourriez nous faire passer la note dont vous parlez, que vous avez fait
sur le 41 bis que vous avez présenté au ministère. Je l'ai présenté par voie orale, mais je pourrais vous faire passer des éléments à l'écrit. Très bien. Oui. Merci, madame. Monsieur Guasguen. Des peines. Je pense qu'en fait, on va être confronté à l'avant et à l'après, 11 janvier. On va dire qu'avant, effectivement, ces éléments-là n'étaient pas pris en compte. Est-ce qu'ils le seront demain? Peut-être. En tout cas, espérons-le. Aujourd'hui, on est dans une disposition particulière. On a une nouvelle loi pénale qui a été votée. On est plutôt dans un dispositif de prise en charge où on va orienter les personnes à sortir le plus rapidement possible de nos établissements. Bon, aujourd'hui, le comportement de ces personnes-là dans nos structures ne nous permettent pas de leur opposer des arguments suffisants pour dire mais non, vous n'aurez pas de réduction de peine supplémentaire, mais non, vous n'aurez pas d'aménagement de peine, parce qu'ils sont en mesure de pouvoir proposer des projets qui tiennent la route. En tout cas, s'ils sont en mesure de proposer des aménagements de peine qui tiennent la route. Donc ça, c'est un vrai souci. Et c'est une vraie question à se poser de savoir, à partir du moment où on aura détecté des réels risques, est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer une mesure de sûreté, enfin quelque chose qui peut accompagner, si tant est qu'on en a déjà fait, même si elle est très peu utilisée, on le sait, pour des problématiques de délinquance sexuelle importantes. Cette question-là, elle existe, mais encore faut-il ne pas se tromper dans l'évaluation des personnes et des risques qui sont derrière, parce que c'est quand même très subtil et très subjectif parfois aussi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des outils de repérage, d'évaluation qui soient le plus pertinent possible. Comme tout à l'heure le disait Madame Blin, la question va se poser dès l'entrée des personnes dans nos établissements. On a labellisé tous nos quartiers d'arrivants maintenant dans nos établissements pénitentiaires. Pas forcément sur cette problématique-là, mais on est capable de repérer la vulnérabilité, la dangerosité, le potentiel de risque suicidaire, le niveau d'études, savoir ce qu'on va... L'idée, c'est de se dire, ben voilà, cette personne, comment on va la gérer dans l'établissement et qu'est-ce qu'on va lui proposer pour qu'elle utilise au mieux son temps de détention, en gros. C'est à ça que servent les parcours arrivants dans nos établissements pénitentiaires. On va être obligé d'ajouter un nouvel item, c'est celui-là. C'est celui-là. Après, avec qui? Est-ce que ce sera les professionnels pénitentiaires? Est-ce qu'il y aura l'interaction de professionnels du sujet qui viendront? Ça, c'est une vraie question, et je pense que ça fait partie de toute façon de la recherche-action aussi qui est menée à l'heure actuelle au niveau de l'administration pénitentiaire pour savoir comment travailler. Mais si on arrive à faire un vrai repérage d'entrée, je pense qu'on est peut-être en mesure de ne pas forcément se tromper dans l'affectation qui sera faite de ces personnes-là, quitte à les garder peut-être isolées. Quand je dis isolées, c'est dans un quartier à part, pas forcément dans un isolement administratif, de telle sorte qu'on puisse se permettre de se dire, bah oui, là, il y a un vrai risque et il faut que cette personne-là, sans vouloir non plus les stigmatiser, mettre les gens dans des cases, mais de dire, bah, cette personne-là, à mon avis, elle entre dans ce dispositif-là et on va lui proposer tel type de programme. Et si c'est tel type de programme, elle sera hébergée là. Est-ce qu'aujourd'hui, on souffre beaucoup de ça aussi au niveau de l'administration pénitentiaire? Je fais juste une sortie, vous allez peut-être dire que je suis hors sujet, mais pas forcément. On n'a pas forcément bâti la prise en charge des personnes détenues en France sur la problématique qui les a conduits en prison, en fait. On met tout le monde dans des structures, on essaye de privilégier le rapprochement familial. Il ne faut pas qu'il soit trop loin de la famille, parce qu'on dit l'aide près de sa famille, ben c'est bien. Pas forcément toujours. Je pense que si on dit à la famille, ben votre conjoint, votre mari, votre fils va être incarcéré à tel endroit, c'est pas forcément à côté, mais dans cet établissement-là, il va pouvoir bénéficier d'un programme particulier qui va l'aider à sortir de sa délinquance ou de sa criminalité. On prend le problème de manière différente, et ce n'est pas un prisme qu'on a l'habitude d'utiliser en France. Ça existe dans d'autres pays. Vous allez en Écosse, vous allez dans les pays scandinaves ou autres, où vous avez des programmes systématiques. Vous avez une personne détenue, elle est incarcérée pour tel fait, elle est automatiquement intégrée dans un programme de prise en charge. Après, elle adhère ou elle adhère pas. Mais vous avez à l'issue du programme une vraie commission pluridisciplinaire avec des vrais professionnels qui déterminent son degré d'implication dans le programme et son évolution. Et à la lumière des conclusions de cette commission, ben, la personne va sortir plus vite ou pas. Vous voyez, c'est toute une philosophie qui peut être étudiée. On sait, il ne s'agit pas de dire qu'il faut rallonger la peine de prison qui a été prononcée par les tribunaux, mais en tout cas, on peut aussi le regarder sous ce prisme-là. Aujourd'hui, bon, ben, on sait qu'on est dans une dynamique où on a la contrainte pénale qui se met en place, on a surtout la libération sous contrainte qu'on découvre, parce que pour l'instant, on ne connaît pas encore forcément l'ampleur et la façon dont les choses vont se mettre en œuvre, mais on reste dans le dispositif où une personne qu'on aura repérée avec des risques, le seul levier qu'on ait, c'est de la signaler à la DGSI. De dire attention, et oui,
Et nous, voilà, et à la lumière des informations qui nous reviendront de leur côté, eux vont mettre en place un dispositif de surveillance, de suivi, ou pas d'ailleurs, parce que le problème de la DGSI, on le connaît, c'est que les signalements, on en fait énormément. Elle peut, j'ai pas d'exemple à vous citer par contre, mais c'est pas impossible. Je peux peut-être compléter, en tout cas pour les personnes qui sont condamnées pour terrorisme, celle-là, elle relève du juge d'application des peines antiterroristes. Donc j'aurais tendance à vous dire, en général, il est très bien renseigné et il y a quand même peu de sorties. Pour ceux qui sont inscrits dans une forme de radicalité, je vous dirais par expérience, je suis directrice d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation en Île-de-France, ils sont peu demandeurs en fait. En général, ils sont peu demandeurs de rencontrer leur conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et peu demandeurs d'aménagement de peine. En fait, le profil le plus inquiétant, finalement, c'est celui qui va jusqu'au bout de sa peine sans jamais avoir eu une prise en charge par l'administration pénitentiaire. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'on rejoint nos collègues en disant qu'à un moment donné, il faudra quand même développer des formes proactives de prise en charge et de se dire, effectivement, à partir d'une évaluation qui aura été faite du public au début de la peine, de mettre en place un programme adapté et d'accompagner toutes les formes de sortie, parce qu'il n'est pas du tout réjouissant de se dire que le type va sortir en fin de peine, y compris avec une mesure de suivi à l'extérieur, dans la mesure où rien n'aura été préparé correctement à l'intérieur. Donc la question qu'on doit vraiment se poser, c'est avoir développé une attitude proactive et une vraie prise en charge, y compris sur ce public qui est pour l'instant très loin en fait de nos prises en charge. Monsieur Vercher. Oui, merci Monsieur le Président. J'aurais une question, enfin plusieurs questions, enfin certaines vous avez déjà répondu, mais je voudrais avoir aussi une précision, Monsieur le Président. Nous avons aujourd'hui les représentants de la direction des pénitenciers. Est-ce que nous allons aussi auditionner les personnels? Parce que récemment, je l'ai fait avec des collègues en interne, et c'est vrai qu'ils connaissent, ils nous ont fait part de difficultés du quotidien très très importants, notamment du central de Clairvaux notamment, et c'est vrai que c'était assez édifiant le descriptif de l'état des lieux dans lequel ils travaillent. Moi, j'ai une question liée surtout au renseignement pénitentiaire. Est-ce que, mais vous avez en partie répondu, mais est-ce que la DGSI, quand il y a des personnes, notamment ils vont être très nombreux à revenir de Syrie, ils vont être souvent incarcérés, soit dans l'attente d'un jugement, est-ce qu'on vous donne une fiche de profil de ces gens-là pour permettre aux surveillants et à vous-même d'être conscient de la personne à qui vous avez affaire? Et est-ce que, quand vous avez vous-même fait le repérage d'une personne qui n'est pas forcément incarcérée pour le terrorisme et qui se radicalise en prison, est-ce que la personne qui est chargée du renseignement pénitentiaire, bien sûr, fait une note? Et est-ce que vous avez connaissance du suivi de la note ensuite au niveau de la DGSI? Ou est-ce que ça reste lettre morte, entre guillemets, on vous prévient qu'il y a une radicalisation, que la personne a fait l'objet d'un suivi, mais qu'après, vous n'avez aucune connaissance du suivi qui peut en être fait derrière? Les relations qu'on arrive à tisser, en tout cas avec nos partenaires de la police ou de la DGSI, sont souvent uniquement basées sur du relationnel. Institutionnellement, on n'est pas encore assez développé. Ça se fait parce que quand on arrive prendre ses fonctions dans un nouveau lieu, si vous prenez votre petite mallette et vous allez vous présenter à tout le monde, vous arrivez à tisser un lien. Donc notre service de renseignement, aujourd'hui, fonctionne néanmoins de manière un peu empirique et complètement verticale, parce que si vous n'avez pas des relations tissées transversales, comme je vous l'indiquais précédemment, vous allez faire remonter votre information au bureau du renseignement interrégional et qui, si lui l'estime nécessaire, le fera remonter à EMS3, qui traitera de l'information en partenariat avec la DGSI, qui déclinera peut-être dans le département ou pas. Donc ça, c'est très compliqué. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure les circuits courts. On a besoin des circuits courts. Moi, il m'arrive régulièrement,
c'est un mail, quoi. Une information, elle passe par mail, elle va dans le sens, elle revient dans l'autre, ce qui ne m'empêche pas de faire remonter aussi l'information par la voie traditionnelle, telle qu'on l'évoquait tout à l'heure. Par contre, en termes de suivi, non. Je veux dire, on a d'expérience, je veux dire, quelles que soient les relations que j'ai pu avoir dans les différents postes que j'ai tenus, on a souvent tendance à apporter des éléments d'information sans avoir des éléments en retour. Mais on n'a peut-être pas besoin non plus d'avoir des éléments en retour. Il faut aussi laisser travailler les services de renseignement. Néanmoins, quand ça se passe dans nos structures, parfois il est utile qu'on puisse en avoir. Mais une expérience récente m'indique qu'en direct, on a eu à un moment donné des éléments très probants sur une tentative d'évasion dans notre structure qui nous a permis de taper très vite et très fort et d'enrayer un dispositif. Donc ça commence à se mettre en place. Et le problème, c'est que le service du renseignement pénitentiaire, au MS3, qui ne s'appellera plus comme ça, bientôt, n'était pas forcément reconnu. C'était un service un peu bâtard, entre guillemets, voilà, qui avait été créé de toutes pièces par l'administration pénitentiaire en 2003, mais qui n'avait pas forcément pignon sur rue, qui s'est fait connaître de plus en plus en allant discuter avec les partenaires, avec les pairs, mais il y a eu beaucoup de chemins qui ont été parcourus jusque-là. Donc c'était la raison pour laquelle nous nous étions positionnés pour soit on fait entrer la DGSI directement dans nos établissements, soit on fait en sorte que le service du renseignement pénitentiaire soit annexé aussi à la DGSI, ou même s'il fait partie de l'administration pénitentiaire, et qu'il y ait une réelle proximité de travail, parce que les enjeux sont forts, les enjeux sont là, et on voit bien aujourd'hui, enfin moi le nombre d'informations qu'on passe directement à la DGSI, c'est phénoménal. Mais après, ce que ça devient, je n'en sais rien. Une fois que la personne a quitté mon établissement, libérée, je ne sais pas ce qu'elle devient. Même le SPIP, sauf si le SPIP a un suivi particulier parce qu'il y a un aménagement de peine ou un suivi, un sursis de mise à l'épreuve, des choses qui se mettent en place, etc. Mais ça reste très, très binaire, si vous voulez, cette affaire-là. Donc ce qui se passe après, on ne sait pas. Donc ce qui se passe après avec Kouachi quand il quitte l'établissement, ce qui se passe après avec Koulibaly, on ne sait pas. Les personnes extérieures qui viennent lui rendre visite, sur lesquelles il pourrait avoir des informations en disant telle personne, il ne faut plus qu'il vienne. Ça c'est communiqué. Hein. Ça c'est communiqué, les permis de visite, enfin, tout ce qui peut aider. Tout est possible, oui, c'est possible. Après, si vous voulez, on a aussi le dispositif dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on a une information, on essaie de l'exploiter au maximum. Parce que l'important, c'est de savoir. Donc quand on est sachant, on peut mettre en place des dispositifs de surveillance qui sont beaucoup plus affinés. On manque de moyens, je veux dire, dans nos établissements. On n'est pas en mesure de sonoriser, de pouvoir intercepter des conversations. Donc si la DGSI est en mesure de le faire, elle le fait. Et on arrive à avoir aussi, grâce à les échanges d'informations qu'on peut avoir, on peut aussi déjouer des actes importants. Si je vous en prie. Juste à titre de complément, il est vrai que concernant le renseignement pénitentiaire, on est dans l'empirisme le plus total. La charge de travail du renseignement pénitentiaire n'est absolument pas reconnue dans les organigrammes de référence des établissements, qui sont les documents qui recensent l'ensemble des charges de travail au sein de l'établissement et qui le traduisent en ETP. Donc ça, c'est une vraie problématique. Il faut inscrire cette charge de travail comme une charge de travail véritable et pas comme quelque chose qu'on fait quand on a le temps, parce qu'à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait. Et la deuxième chose qui me paraît nécessaire de faire, et en tout cas de réfléchir, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne dispose pas d'un fichier du renseignement pénitentiaire. Donc, c'est-à-dire que quand un détenu est transféré d'un établissement à l'autre, s'il n'y a pas une vigilance particulière sur la transmission des informations, mais tout le travail est à recommencer depuis le début. Donc nous, on a proposé, demandé, et on reformule aujourd'hui cette proposition, la création d'un logiciel de renseignement pénitentiaire qui soit sécurisé, confidentiel, à destination uniquement des chefs d'établissement, mais qui permette également par des outils logiques de travailler sur des réseaux, sur des liens, à savoir que ça permet d'éviter de mettre ensemble des personnes qui appartiennent à des réseaux, mais on peut aussi après jouer sur des concurrences de réseaux. Enfin, il y a des choses que ça nous permettrait de travailler de manière beaucoup plus sérieuse et en plus de conserver les données et du coup peut-être de travailler plus en profondeur sur les transmissions entre services de sécurité. Juste pour terminer, une précision sur les relations avec la DGSI, si vous voulez, dans le cadre de nos commissions de sûreté qu'on a dans nos établissements pénitentiaires,
on communique un certain nombre de personnes qu'on a repérées à la DGSI, et DGSI qui va nous confirmer si effectivement un risque avéré existe ou pas, qui nous permet aussi d'avoir une prise en charge plutôt affinée. Je vais passer la parole à M. Degène, mais donc vous nous disiez, si j'ai bien interprété votre intervention, que la relation avec la DGSI, elle repose sur un lien personnel, il n'est pas institutionnalisé. Vous, personnellement, vous avez un lien, peut-être certains de vos collègues ne l'ont pas. Donc, ce n'est pas une règle établie, normalisée, généralisée dans tous les établissements. Impulsé par le préfet, dans le cadre de l'état-major de sécurité qu'il a, lui, en préfecture, si tant est qu'il pense associer le personnel pénitentiaire. Ce qui se fait de plus en plus, mais qui est quand même très nouveau. Très nouveau. Monsieur Degène ? Oui, nous faisons les mêmes constats, également de l'empirisme, en effet, des relations que nous pouvons avoir avec les services de renseignement. Nous pouvons penser, cependant, en effet, qu'une étape est en train d'être franchie avec le plan qui a été lancé par le ministère de la Justice, et que le renseignement pénitentiaire va enfin pouvoir intégrer, être reconnu comme tel, comme membre de la communauté du renseignement, comme le disait M. Larrivé, que nous avions rencontré aussi, justement, au mois de novembre ou décembre, sur ces questions. Je voudrais de nouveau insister sur ce que j'avais dit en préambule, donc justement sur la présence des services pénitentiaires d'insertion et de probation, donc les SPIP, qui sont un atout en fait pour l'État, puisqu'ils sont à la fois présents dans les murs et hors les murs, qu'il y a donc environ 300 antennes locales d'insertion et de probation. C'est un maillage intéressant de sécurité publique qui peut aller donc au-delà simplement du travail de réinsertion et de probation qui est fait, mais qui peut donc avoir aussi une utilité de renseignement, parce que les renseignements fournis peuvent être très riches et peuvent même être déterminants sur le milieu ouvert et sur le fait qu'ils font déjà, eux, le suivi et le lien entre le milieu ouvert et le milieu fermé, suivant en milieu fermé des gens qui suivaient en milieu ouvert, suivant en milieu ouvert des gens qui ont suivi en milieu fermé, et des gens qui ne passeront peut-être jamais par la case prison, mais qui pourtant sont suivis par eux sous main de justice. Très, très bien. Plus d'interventions. Monsieur Pieyot. Pour répondre à Monsieur de Lille concernant les programmes, c'est vrai qu'on en a parlé depuis très longtemps. Il y a eu même des expériences, j'en ai fait des programmes quasiment obligatoires pour les courtes peines par rapport aux faits qu'ils ont commis. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un détenu qui est écroué pour des problèmes d'alcool, on fait un programme autour de l'alcool, autour de la violence, autour des stupéfiants. C'est vrai que ça donne du sens à la peine, et on pourrait imaginer des programmes autour du terrorisme. Bon, c'est vrai, ça demande des moyens considérables. On a mis en place les PEP dans les maisons centrales ou les centres de détention, mais ça donne du sens également au travail des SPIP. En mettant en place des programmes, et je sais que les SPIP étaient partisans de mettre en place des programmes qui sont des programmes d'insertion, mais ça remplit également le rôle de la sécurité à travers l'insertion. Moi, je voulais vous poser une question aux deux organisations professionnelles concernant les moyens techniques et juridiques. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait les renforcer? Est-ce que vous pensez, même au niveau du législateur, est-ce qu'il y aurait des procédures ou des lois à modifier pour renforcer les moyens techniques et juridiques, tout simplement, des établissements pénitentiaires? Voilà. Je sais que vous en avez parlé concernant le téléphone, les écoutes, la vidéosurveillance. Voilà, je voudrais vous entendre un petit peu sur à la fois les moyens techniques et juridiques qui vous paraissent insuffisants actuellement. Juste pour rebondir sur ce que vous avez indiqué sur les programmes en deux mots, on n'a pas de lisibilité pour l'instant, en tout cas sur ou très peu en tout cas sur le prochain programme de construction d'établissements pénitentiaires. Donc on est un petit peu en aveugle parce que le nombre de places prévues pour les années à venir reste quand même assez limité, et on sait qu'on est aujourd'hui avec à peu près, on oscille entre 10 000 et 11 000 personnes détenues en trop dans nos établissements. Il faut quand même savoir que dans des établissements parisiens, des maisons d'arrêt qui sont prévues pour accueillir 600 détenus, on accueille 1000. Donc demain, l'idée se pose en termes de mise en œuvre de programme, c'est de se dire, pensons aussi à l'avenir, au parc pénitentiaire adapté, pas forcément des prisons de 1000 places ou de 800, on peut aussi réfléchir
un maillage territorial plus intéressant avec des établissements un peu plus petits, mais des établissements un peu plus petits qui seraient spécialisés dans des programmes. C'est ce que j'indique, et peut-être pas avoir une multitude de programmes dans un établissement, ça ne marche pas. C'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc c'était ça l'idée de tout à l'heure, de se dire, ne peut-on pas construire voilà, par secteur, par région, plusieurs types d'établissements qui permettent d'accueillir les personnes. Ça, c'était l'idée. Sur les moyens techniques, bah oui, vous l'avez rappelé, M. Pouillot, il y a quand même d'énormes difficultés. Il y a des choses qui pourraient se régler tout simplement en faisant évoluer la législation. C'est que aujourd'hui, un directeur de service pénitentiaire, un officier pénitentiaire, n'a pas la qualification d'officier de police judiciaire, par exemple. N'est pas agent de police judiciaire. Donc il y a des choses à se poser, parce que demain, vous faites avancer des choses beaucoup plus vite. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une démarche administrative, vous avez fait des découvertes, vous avez fait des enquêtes, vous arrivez, tout recommence après, parce que vous avez des auditions qui sont conduites par des OPJ, ça monopolise énormément de monde, et ça, c'est très compliqué. Donc nous avons demandé, effectivement, est-ce que cette question-là ne peut pas être examinée pour faire évoluer la loi pour qu'un directeur puisse être officier de police judiciaire ou un officier, même agent de police judiciaire, pour rebondir en tout cas sur tout ce qui a été mis en œuvre, l'engagement, la déontologie qui a été mise en œuvre depuis quelques années au niveau de l'administration pénitentiaire, puisse aussi se traduire par ces faits-là. Et on gagne du temps, en tout cas en termes de prise en charge. Les téléphones, c'est important. Vous allez me dire qu'on est souvent sur ce sujet-là, mais c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on est en mesure d'écouter, d'intercepter ce qui est autorisé, et ce qui est autorisé est très peu usité en établissement pénitentiaire. Parce que c'est plus du tout adapté. Aujourd'hui, on permet à un détenu de téléphoner dans une coursive jusqu'à 17h s'il est en maison d'arrêt, ou 17h30, c'est-à-dire au moment où la famille n'est pas chez elle. Elle n'est pas là, donc on ne peut pas joindre. Donc on ne fait que renforcer le trafic qui peut se dérouler en prison, des téléphones. Alors on ne va pas revenir sur la façon dont ça rentre, c'est projeté par-dessus les murs, ça peut rentrer par les parloirs, puisque les conditions de fouille se sont un peu allégées au parloir, ça peut rentrer aussi par des tiers, hein, par le biais de corruption, parfois ça existe, on démantèle aussi parfois des réseaux. Donc ça entre dans nos établissements, ça génère du trafic, ça génère de la violence, du racket, un certain nombre de choses. C'est quelque chose qu'il faut à tout prix enrayer. Si demain, on est en mesure de pouvoir mettre en œuvre, comme ça existe en Allemagne, en Belgique, vous avez des établissements qui sont équipés de téléphones en cellule. Mais c'est le même téléphone qu'on trouve aujourd'hui sur la coursive. Ce qui fait que la personne détenue va téléphoner en entrant son code d'identification, il alimente son compte téléphone, il téléphone, la conversation est enregistrée, ce qui permet de revenir dessus s'il y a besoin. Alors on ne va pas pouvoir écouter 800 détenus en même temps s'ils sont tous en train de téléphoner, bien évidemment, mais ça permet en tout cas de faciliter ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, parmi les personnes qui détiennent un téléphone de manière illégale en détention, on a à peu près les 3/4 qui le détiennent juste pour appeler la famille. Il n'y a pas de risque. Donc il faut donc permettre à ces personnes-là de pouvoir continuer à être en contact avec leur famille, sur des horaires qu'on peut déterminer. Mais il faut aussi, d'un autre côté, complètement neutraliser l'utilisation du téléphone portable en prison, en tout cas en maison d'arrêt et en CD. Je n'ai pas la même position pour les stands de semi-liberté ou les CPA, où effectivement il n'y a aucun risque, il n'y a aucune problématique de sécurité, la personne est dehors toute la journée, ça n'a pas de sens. Voilà. Si demain on arrive à neutraliser le téléphone, vous faites tomber un trafic dans la prison, et en plus vous arrivez à mettre en œuvre un dispositif de sécurité adapté. Parce que moi j'ai vu cette proposition dans l'association Prison du Cœur de Pierre Botton, voilà, c'est ça qui fait cette proposition. J'avais vu que lui disait qu'il y avait un nombre de numéros, enfin que c'était des téléphones avec les numéros affectés, c'est-à-dire 3 ou 4 numéros ou 2 numéros qu'on ne peut pas appeler. Je crois qu'il faut que vous le précisiez, parce qu'on comprenne bien si c'est ça votre proposition. C'est exactement ça, en fait, c'est le dispositif qui existe aujourd'hui dans nos établissements, mais c'est un marché. C'est un marché qui a été passé avec une société belge, ça coûte très cher aux personnes détenues. C'est comme si aujourd'hui on continuait à appeler d'une cabine téléphonique, quoi. Voilà, le coût c'est ça, quoi, en gros. Donc ça coûte très cher, mais effectivement aujourd'hui on est quand même en 2015, on a les dispositifs dégroupés, téléphoner ça ne coûte plus rien, quoi, ça coûte pas cher. On est capable de mettre en place des dispositifs peu onéreux mais qu'on peut contrôler. Et à l'inverse, on neutralise complètement l'usage du téléphone portable. Thales est en mesure de pouvoir développer des programmes là-dessus. Ils font des expérimentations à l'heure actuelle. Ce n'est pas encore tout à fait bien réglé, parce que l'idée, il ne s'agit pas de brouiller tout le quartier non plus. Donc il faut... Comment vous faites? Parce que le ministre nous a répondu ça, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. C'est moi. Le problème, c'est qu'on brouille aussi non, c'était à la Est-ce qu'il y a des techniques là?
Il existe des dispositifs qui sont des dispositifs militaires qui permettent de permettre, en tout cas, des téléphones qui sont préalablement identifiés de continuer à téléphoner et à passer. Après, c'est une histoire de coût. C'est comme quand on a eu l'idée de développer les portiques à ondes millimétriques à l'entrée de nos établissements. Ça coûte très cher. Donc pour l'instant, il y en a très peu. Tout est question d'enjeux et de qu'est-ce qu'on attend en tout cas de nos établissements, qu'est-ce qu'on attend de nos justices, qu'est-ce qu'on veut faire derrière et quel budget on met et jusqu'où chaque citoyen est prêt à mettre dans sa quote-part d'impôt pour sa justice. Quelques questions là, pour terminer notre audition. C'est vrai qu'on a été édifié par les chiffres qui ont été cités lundi soir par la directrice de l'administration pénitentiaire, je crois 27 000 portables ou éléments de portables saisis en 2014, ce qui apparaît gigantesque. Donc, quelle solution? On vient d'évoquer le brouillage, mais pour éviter que les portables rentrent. Une question peut-être iconoclaste, mais j'ai vu qu'aux Pays-Bas venait d'être proposé ou installé le paiement de la détention. Quel serait votre avis sur l'installation d'un tel système? Parce que ça pourrait permettre d'ailleurs de financer des systèmes de protection ou des programmes qu'on a évoqués, mais je vous pose simplement la question sur ces questions. Autre chose, est-ce que vous avez une idée un peu quantitative? Alors je sais bien que les statistiques n'existent pas. À combien évaluez-vous le nombre de personnes radicalisées? Enfin, tout ça est-ce que vous avez un élément? Est-ce que cet élément d'ailleurs est impossible à produire ou à évaluer aujourd'hui? Sur la population carcérale d'origine musulmane, quelle est votre évaluation? Je sais bien que naturellement, voilà, je ne sais pas si vous pouvez répondre à ces questions déjà. Donc le paiement de détention, nombre de radicalisés, personnes musulmanes. Alors, j'essaye de reprendre dans le désordre ou dans l'ordre, je ne sais plus, mais sur le paiement, là, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que par le passé, dans nos établissements, existaient les frais d'entretien. Monsieur Poyot, vous avez dû connaître ça. Voilà. Alors, par contre, il y avait du travail. Les détenus travaillaient. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, c'est quand même très compliqué de pouvoir fournir du travail aux personnes détenues. Donc les frais d'entretien, on les paie comment? Si vous avez affaire à une personne qui est sans ressources dans l'établissement, comment il peut, à un moment donné, est-ce que c'est lui qui paye? Est-ce qu'il sera redevable après? Est-ce qu'on va... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, la difficulté, elle est là. C'est une question qui mérite d'être posée, d'être examinée. Je n'ai pas forcément de réponse toute faite à vous dire oui, ça serait intéressant. Il y a quand même des choses. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on fait payer des gens... le détenu en détention paye sa télé, quoi. Oui, on paye sa télé quand on va à l'hôpital. On paye l'hôpital, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, mais ça fait partie... vous savez, moi je me souviens de l'époque où la télé est entrée en prison. Les surveillants étaient vent debout. Mais qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte? Ils vont avoir la télé en prison, etc., etc. Aujourd'hui, on est en 2015. Alors je ne sais plus, la télé c'était 84 ou 87. On est en 2015. Si vous dites au personnel de surveillance... demain, on retire les télés parce qu'en fait, il faut retirer les télés. Vous avez tous les surveillants devant la porte parce qu'ils vont vous dire, mais attendez, si vous retirez les télés, ça va être le feu en détention. Donc je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Alors peut-être que dans le cadre du package de ce qui a été proposé aux Pays-Bas, ça peut être aussi une question de se dire, voilà, il y a des frais qui sont ceux-là et qui pourraient éventuellement être mis en œuvre. Mais la vraie question à se poser aussi, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, vous avez énormément de personnes détenues qui payent la télé pour les autres parce que les indigents ne la payent pas. Donc on se retrouve dans des dispositifs qui ne sont pas forcément justes au demeurant, puisque la problématique de l'indigence en prison, elle est de toute façon très forte. Et même si l'administration a choisi depuis peu, mais a choisi quand même de mettre un peu d'argent dans la lutte contre l'indigence et de pouvoir permettre aux personnes détenues d'avoir un tout petit peu de ressources parfois pour pouvoir subvenir à des besoins, c'est quand même très, très compliqué. Alors je ne sais pas si l'accès effectivement au téléphone... Vous savez, il y a aussi Internet. Hein. On peut imaginer que dans certains établissements, à partir du moment où les gens sont vraiment sélectionnés par rapport aux délits ou aux crimes qu'ils ont commis, ou plutôt aux délits, là, on peut imaginer que dans certaines prisons, l'accès Internet n'est pas forcément quelque chose d'illusoire, si tant est qu'on sélectionne les sites qui pourraient être accessibles à ces personnes-là. Aujourd'hui, on a développé plutôt ce qu'on appelle des cyberbases dans nos établissements, ce qui est un peu un pendant, mais un petit peu contraint de ce qu'on peut développer. Je
pense qu'il faut regarder la prison avec un œil nouveau. Ce n'est pas forcément un lieu où on n'a accès à rien. Il y a la nécessité, quoi qu'il en soit, de faire en sorte que le maintien des liens familiaux puisse être maintenu, bien sûr, mais il faut surtout lutter contre les violences, contre la délinquance qu'on a dans nos établissements. La délinquance, on l'a dit, c'est le trafic de téléphone, c'est les trafics de produits stupéfiants, parce que ça aussi, il n'y a pas que des téléphones qui circulent dans nos établissements, on a aussi des problématiques de produits stupéfiants. Si demain on mettait en œuvre, par exemple, un dispositif de tests urinaires systématiques des personnes détenues, ça nous permettrait de pouvoir, en tout cas, détecter ces problématiques-là, pas les sanctionner, mais en tout cas les prendre en charge de manière sanitaire. Il y a des pistes, encore faut-il se donner les moyens de pouvoir avancer. Donc sur l'histoire des téléphones et des moyens techniques, oui, il y a des choses à faire. Il faut qu'on puisse avancer. Je sais que monsieur Urvoas, dans un de ses projets récents, avait à un moment donné proposé un amendement qui permettait à l'administration pénitentiaire d'intercepter les communications téléphoniques. Je crois que ça durait 24 heures. Dès le lendemain, on avait enlevé l'amendement. Donc il y a ces vraies questions-là. Je pense que la loi doit évoluer pour donner aussi les moyens à l'administration pénitentiaire de faire le travail qui est attendu par la société et qui permet aussi de faciliter le travail de tous les acteurs, en tout cas de prise en charge de nos publics délinquants. Le nombre des personnes radicalisées? Sur le nombre de personnes radicalisées, je pense que l'administration pénitentiaire sera en mesure de vous fournir un chiffre sur le nombre de personnes qui sont suivies EMS3 pour Islamo. En fait, voilà, il y a un fichier. On doit être un peu moins de 200 personnes, je pense. Voilà. Juste sur les téléphones fixes, juste que la position de FO Direction est vraiment très claire. La meilleure prévention pour éviter que les téléphones portables ne rentrent en détention de manière aussi massive qu'elle rentre aujourd'hui, c'est de permettre aux détenus d'accéder au téléphone dans de bonnes conditions. Donc nous, on est favorable à l'installation d'un téléphone fixe dans chaque cellule. Pour nous, c'est ce qui fera baisser de manière importante et du coup, ça nous permettra de nous concentrer sur les téléphones qui rentrent illégalement et là de mettre des vrais moyens, parce que ceux qui utiliseront le téléphone portable en détention alors qu'ils ont accès à un téléphone fixe, on sait qu'ils le feront pour des raisons illégales. Donc ça permettra encore une fois d'avoir une approche différenciée des publics pour lesquels nous insistons vraiment, il ne faut pas appliquer au plus grand nombre les mesures de sécurité qui ne sont nécessaires que pour certains. Oui, on peut dire qu'on partage avec nos collègues en fait cette préoccupation. Il faut effectivement équiper les cellules de téléphones. Ça paraît indispensable et même finalement dans la bonne insertion de la personne détenue, le contact avec la famille reste quelque chose d'important et permettre cet accès de manière beaucoup plus libre et tranquille, ça paraît absolument nécessaire. Sur la question peut-être du paiement de la détention, effectivement, l'idée en tout cas des frais d'entretien n'était pas inintéressante quand même à l'époque, quand on voit parfois le montant des mandats qui sont reçus par certains détenus, en fait, ça pourrait être intéressant. Après, on était sur des sommes qui restaient relativement modestes, je pense autour de 30-40 euros, parce qu'on était encore sur les francs à l'époque. Mais ça devait être à peu près ces montants-là. Vous demandiez tout à l'heure le nombre de détenus de confession musulmane, d'abord dans un premier temps. Je pense qu'on arrive sur des taux largement même supérieurs à 60% sur les établissements de la région parisienne, mais notamment au regard finalement de la provenance, puisqu'ils sont issus quand même de quartiers très défavorisés, où on a une concentration finalement d'une population du coup avec des parents immigrés ou même des immigrés de première génération. Donc voilà, ils sont tout à fait représentatifs finalement de l'extérieur, sur des centres urbains très importants. Après, sur le nombre de radicalisés, oui, on est sur des chiffres là beaucoup plus petits. Moi, je pense quand même que 150 à 200 personnes sont suivies par EMS3. Concrètement, dans les établissements, je pense qu'il y en a quand même nettement plus qui font l'objet d'un suivi.
sur lesquels il y a des remontées d'informations à la DGSI, je pense qu'on peut, à mon avis, largement doubler le nombre, en fait, sur la France, de personnes qui font l'objet de remontées d'informations régulières, pas forcément d'un suivi fin de MS3, parce qu'il faut quand même se dire que, vu le nombre qu'ils sont actuellement, ils ne peuvent pas suivre tout le monde et regarder toutes les remontées d'informations, mais je pense qu'on peut largement doubler ce nombre. Et peut-être sur les moyens juridiques, on a parlé des programmes, c'est peut-être quelque chose à penser dans la loi, parce que finalement, on est quand même un des seuls pays d'Europe à n'obliger personne à ne faire à rien en fait en prison. On a reçu dernièrement à ONI des délégations qui venaient de différents pays, et ils étaient quand même très étonnés de voir qu'on obligeait les détenus français à rien. Donc on ne les oblige à rien, on ne les oblige pas à travailler, on ne les oblige pas à entrer en formation. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose au plan juridique en fait à penser pour inscrire les personnes. Alors, on peut imaginer des programmes au regard d'un profil pénal, mais peut-être ce qui est plus intéressant et plus prometteur, c'est au regard de problématiques particulières repérées, de pouvoir dire que systématiquement, par exemple, une personne qui présente un risque de passage à l'acte violent pourrait faire l'objet d'un programme de prise en charge. Et du coup, effectivement, empêcher toute libération anticipée si la personne n'intègre pas un programme. Très bien, je vous remercie. Monsieur Delisle, pour conclure. Une précision très courte, ça concerne les aumôniers. On a oui, fait les aumôniers, parallèle oui. tout à l'heure. Important, oui. Sur le fait de la nécessité de recruter des aumôniers musulmans ou pas. Deux choses. L'important, c'est que les aumôniers musulmans doivent avoir la possibilité d'exercer l'accompagnement du culte. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, mais c'est très important. Donc si on arrive justement à identifier les personnes les plus radicales qui vont faire pression et qui risquent de prendre la place de ces personnes-là, à un moment donné, on va leur faciliter la tâche. Et à partir du moment où l'ensemble des musulmans, on parlait de plus de 60% quand même dans certains établissements, ce qui est pas rien, il y a besoin que ces gens-là puissent simplement pratiquer leur culte sans pression. Voilà, tout simplement. Deuxième chose, ce qui manque aujourd'hui dans nos établissements pénitentiaires, on a connu, et Géraldine, qui est directrice d'Inspip, ne me contredira pas, les missions des conseillers d'insertion et de probation ont beaucoup évolué. On n'est plus travailleur social comme on l'était précédemment. On n'a toujours pas dans nos établissements d'assistantes sociales de secteur qui peuvent intervenir, par exemple, d'une part. Et ce qui manque surtout, ce sont des profils de type éducateur de rue. Le surveillant, il n'a pas le temps de faire ça. Il n'est pas là, il n'a pas le temps. Vous gérez 1000 détenus au lieu de 500, il ne fait pas ce travail-là. Et le positionnement aussi de l'aumônier musulman ou de la personne qui sera en charge de ça, ça peut être aussi l'éducateur qu'on va retrouver dans un quartier, qui va aller vers les jeunes, qui va essayer de les sortir, faire en sorte qu'ils ne restent pas en cellule, qui va les encourager à aller en activité, les faire sortir. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas dans nos établissements pénitentiaires. Parce que les rôles ont été redistribués, les missions ne sont plus les mêmes. C'est peut-être aussi une question à se poser. Très bien. Peut-être, excusez-moi, je ne veux pas prendre... Juste une question sur le nombre de places de prison. Quel regard sur cette problématique aujourd'hui de votre côté? Le nombre de places, il est insuffisant, on le sait, mais on ne peut pas s'arrêter simplement à cet objectif-là. Il manque à peu près 10 000 places de prison pour pouvoir, à un moment donné, se targuer de dire on va pouvoir faire de l'encellulement individuel. Bon, on sait que le moratoire a été reconduit encore pour un certain temps maintenant. C'est un choix. Je veux dire, la France a fait le choix de l'encellulement individuel. Certains nous disent c'est quand même malheureux que depuis 1875, depuis la loi Napoléon, on n'a pas été en mesure d'eux, sauf que les raisons pour lesquelles on a mis en place l'encellulement individuel n'étaient pas forcément celles d'aujourd'hui. L'encellulement individuel de 1875, c'était justement pour obliger les personnes incarcérées à réfléchir sur leur comportement, à méditer. C'était la cellule comme on l'entend pour les moines, en gros. C'était un peu ça. Donc on parle de l'encellulement individuel. Donc soit on fait l'encellulement individuel, soit on ne le fait pas. Si on ne le fait pas, on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir autant de places de prison, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrive à travailler pour mettre en place des vrais programmes, pour faire en sorte que les personnes détenues ne soient le moins longtemps possible dans leur lieu d'hébergement, dans leur cellule. Sinon, aujourd'hui, par rapport à la capacité actuelle, il nous manque
entre 10 et 11 000 places de prison. Donc, on sait qu'à un moment donné, on avait une vision de 20 000 places qui a été réduite aujourd'hui à 6 000, mais 6 000, ça ne veut rien dire, parce que 6 000 places nouvelles, quand vous décomptez les établissements que vous fermez, il en reste peu, quoi. Il en reste très peu. Alors, je sais qu'on a aussi fait des paris sur les effets de la nouvelle loi pénale, et qui n'est pas forcément évaluée, et que du coup, on reste un petit peu entre deux eaux, et en espérant qu'effectivement les effets de la loi pénale feront en sorte, généreront un peu moins d'incarcération. Mais on n'a aucune lisibilité là-dessus pour le moment, donc on est entre deux eaux. Là-dessus, les effets de la libération, de l'examen des libérations de tiers de la peine commencent à se faire sentir sur la population carcérale? Pas encore? Non, pour l'instant, ça débute vraiment. Donc on a sur chacun des établissements à peine, je dirais, entre 20 et 30 situations qui ont été examinées sur chacun des établissements, en tout cas pour ceux d'Île-de-France que je connais. Et pour l'instant, on est sur un nombre de sorties quand même relativement limité, parce que les juges de l'application des peines ont aussi besoin d'asseoir une jurisprudence, de poser les exigences par rapport aux projets qui peuvent être déposés. Donc pour l'instant, ça n'est pas la sortie massive, voilà. Et on est plutôt sur un temps de calage entre les différents acteurs. Très bien. Merci beaucoup pour vos interventions, vos réponses, positions.